Travailler 12 heures par jour sur des trucs hyper urgents, c'est pas forcément être super productif, en fait. Non, c'est clair. Parfois, et c'est un peu dur à admettre, mais c'est même la forme la plus sophistiquée de paresse. Bah ouais, parce que c'est l'incapacité totale de s'arrêter pour se demander si ce qu'on fait a vraiment du sens. Exactement. Et d'ailleurs, pour notre exploration d'aujourd'hui, on va vraiment s'appuyer sur les fondations qu'on a déjà posées ensemble. On continue notre analyse de l'ouvrage classique de Stephen Covey. Ouais, les 7 habitudes? Voilà. Et on va se concentrer sur une mécanique hyper précise, donner la priorité aux priorités, parce qu'on a déjà vu ensemble qu'on est les créateurs de notre réalité, la proactivité, quoi. Tout à fait. Et on a aussi parlé du fait d'avoir un plan mental, une vision claire de nos valeurs. Mais là, la théorie vient percuter le mur de la réalité. Faut passer à l'action. C'est ça. Le défi central ici, c'est vraiment l'exercice de la volonté indépendante. La volonté indépendante, c'est-à-dire... En gros, gérer efficacement sa vie, ça demande de subordonner ses impulsions du moment ou ses petites humeurs à des valeurs qu'on a choisies à l'avance. Ah, donc de pas céder à la pression de l'instant. Exactement. Et l'étymologie du mot discipline est super intéressante là-dessus. Discipline, ça vient de disciple. Ah ouais? Ouais. C'est pas une question de rigueur militaire ou de punition, tu vois. Une vraie discipline, c'est juste le fait de décider d'être le disciple de sa propre philosophie de vie. D'être le disciple de son but suprême, quoi. C'est beau dit comme ça. Mais pourquoi c'est si dur au quotidien? Pourquoi on craque si facilement? Bah, parce qu'il y a une lutte permanente dans notre cerveau entre deux trucs. L'urgence et l'importance. D'accord. L'urgence, c'est ce qui exige une attention immédiate. Ça crie, ça clignote, ça demande de réagir à la seconde. Alors que l'importance, c'est lié au résultat à long terme. Ça me fait penser à une analogie. L'urgence, c'est genre le téléphone qui sonne. Ah oui, un classique. Tu peux passer 3 heures à préparer une réunion cruciale, un truc hyper important, mais si ton téléphone sonne, bah tu vas presque toujours tout lâcher pour décrocher. Même si c'est pour un démarchage commercial qui n'a aucune valeur. Grave. Mais pourquoi on se laisse dicter nos actions par un bout de plastique qui fait du bruit? C'est purement neurologique en fait. Les trucs urgents procurent une satisfaction immédiate. Le cerveau adore rayer une ligne sur une to-do list, ça libère de la dopamine, Peu importe la tâche. peu importe la tâche. Et pour bien comprendre ça, Covey utilise la matrice du temps. Elle classe nos activités selon l'urgence et l'importance, ce qui crée 4 grands cadres de vie. Ok, on va les décortiquer. Le premier cadre, c'est quoi, hier? Chalon. Le cadre 1, c'est ce qui est à la fois urgent et important. C'est les vraies crises, quoi. Genre les urgences médicales ou le gros dossier à rendre pour hier. C'est ça. Tout le monde en a. Le problème, c'est quand on y élit domicile. Ah, les gens qui éteignent des incendies toute la journée. Ouais. Et physiologiquement, ça veut dire des décharges de cortisol non-stop. T'as un problème de résolu, bam, un autre qui pop. L'enfer. Le résultat, c'est le burn-out. T'es en mode survie. Je vois très bien, mais bon, le mode survie, c'est épuisant, mais c'est légitime. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est le cadre 3. Ah, le cadre 3. Parce que souvent, tu bosses comme un dingue, toute la journée, t'as l'impression d'avoir abattu un boulot de malade, et le soir, tu réalises que t'as pas avancé d'1 centimètre sur tes vrais projets. C'est ça le cadre 3. C'est le symptôme parfait, ouais. C'est les trucs urgents, mais non importants. Ton cerveau est trompé par le bruit de l'urgence. L'illusion de l'importance, quoi. Exactement. Et en réalité, ce cadre-là, il est surtout fait des priorités des autres. Genre l'email du collègue qui exige une réponse dans la seconde pour calmer sa propre angoisse. Ou la fameuse réunion sans ordre du jour qui s'éternise. Les gens coincés dans le cadre 3 finissent souvent par devenir super cyniques. Tu m'étonnes, tu te sens victime du système. Ouais, ils subissent leur agenda. Et quand t'es épuisé par le cadre 1 et frustré par le cadre 3, tu t'effondres. Et là, on arrive au cadre 4. Le fameux ni urgent ni important. L'échappatoire. Scroller sur les réseaux sociaux pendant 2 heures, mater des vidéos nulles, ce genre de trucs. C'est exactement ça. Mais attends, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. On a tous besoin de se détendre, Nancy. Se poser sur son canapé, c'est pas un crime. Faut pas diaboliser le moindre repos. Bien sûr que non. Mais la grosse différence, c'est la nature du repos. Le cadre 4, c'est pas de la détente, c'est de l'anesthésie. Ah, nuance. C'est une fuite face à la douleur des urgences. Le cerveau est tellement cramé qu'il cherche un coma artificiel. Ça ne recharge absolument pas les batteries. Ça bouffe juste le temps qui nous restait. Voilà. Ça nourrit l'irresponsabilité et ça prépare tes futures crises. Le vrai repos, lui, il est dans le seul quadrant qui compte vraiment pour l'efficacité, le cadre 2. Le fameux cadre 2. Important mais non urgent. Le cœur de la matrice. Donc c'est tout ce qui est prévention.
Construire des relations solides, faire du sport, planifier sa stratégie de vie, anticiper les galères. Exactement. C'est marrant parce qu'on sait tous qu'il faut le faire. C'est la loi de Pareto, tu sais, la règle des 80-20. Ouais, 20% des efforts produisent 80% des résultats. Et ces 20%, ils habitent exclusivement dans le cadre 2. C'est fou de se dire que la théorie est hyper évidente, mais en pratique, quand tout flambe autour de nous, c'est hyper dur de trouver du temps pour ce qui n'est pas urgent. Pourquoi on n'y arrive pas? Le souci, c'est qu'il n'y a aucun stimulus externe dans le cadre 2. Ça sonne pas, ça clignote pas. Personne va venir toquer à ma porte pour me dire « Eh, c'est l'heure de réfléchir à ta vision à 5 ans ». Mais tellement pas. Du coup, ça demande une proactivité monstre. Faut être motivé de l'intérieur. Et mathématiquement, le temps est limité. Si tu veux financer du temps pour le cadre 2, tu dois le prendre ailleurs. Tu peux pas l'inventer, clair. Tu peux pas ignorer les vraies crises du cadre 1, donc tu dois soustraire ce temps au cadre 3 et 4. Donc, arrêter de réagir aux fausses urgences des autres. Et ça veut dire un truc terrible. Ça veut dire non. C'est le mot magique. Et psychologiquement, c'est dur. Ah bah oui. Dire non à un collègue qui te demande un service, refuser une invitation à une soirée inutile, on a peur de décevoir, on veut paraître sympa, on se dit « Oh, ça prend 5 minutes, c'est bien de le faire ». Mais tu connais la citation « L'ennemi du meilleur, c'est très souvent le bien ». C'est tellement vrai. Accepter un truc juste bien, c'est sacrifier la tâche qui aurait été excellente. Cette dynamique, elle est implacable. Tu ne peux pas dire non avec le sourire si tu n'as pas à l'intérieur de toi un oui brûlant pour tes propres priorités. C'est ça. Si ton plan mental est solide, dire non à une urgence bidon du cadre 3, ça devient facile. Tu te sens plus coupable. Parce que c'est pas un rejet de la personne, c'est juste de la loyauté envers ta propre mission. Et ça élimine les crises à la racine, avant même qu'elles n'explosent. Bon, on a bien cerné le concept, mais parlons des outils. Vaste sujet. Parce que l'outil numéro 1 qu'on utilise tous, c'est la to-do list journalière. Le fameux piège. Mais grave, on listait les appels, les dossiers, acheter le pain, on raille les trucs, on est gavé de dopamine et le vendredi soir, on réalise qu'on a juste géré de l'urgence sans jamais avancer sur l'essentiel. Ça gère l'horloge, mais pas la boussole. T'as tout résumé. La gestion du temps basée sur la journée, c'est un défaut de conception massif. Ça te met d'office en position de réaction. Donc il faut changer de paradigme. Faut changer d'échelle, oui. Le mois, c'est trop loin, trop abstrait. La journée, c'est trop court. L'échelle parfaite, c'est la semaine. Organiser sa vie sur la semaine, donc. Ouais, ça te donne le recul nécessaire. Tu peux équilibrer le boulot, le repos, la famille. Tu vois venir les choses. Et comment on fait ça concrètement? J'aime bien l'idée de Covey qui dit de ne plus se voir juste comme un travailleur. C'est la base de la méthode. Faut identifier ses différents rôles. Parce que t'es parent, t'es manager, t'es membre d'une asso, et t'es un individu tout court qui a besoin de souffler. Souvent, le boulot bouffe tout le reste et coucou la culpabilité. Exactement. Donc première étape, lister ses rôles. Deuxième étape, pour chaque rôle, tu sélectionnes 2 ou 3 buts clés pour la semaine. Des trucs du cadre 2, idéalement. Toujours. Par exemple, si t'es manager, ton but, ça sera pas finir le bilan comptable. Ce sera plutôt passer 1 heure de fond avec tel employé pour parler de son évolution. Super concret. Et la troisième étape, c'est de bloquer physiquement ces plages horaires dans ton agenda, avant toute autre chose. C'est l'histoire des gros cailloux. Ah oui, l'analogie du bocal. Si tu mets pas les gros cailloux d'abord, le sable des urgences va tout remplir et ils rentreront plus jamais. C'est une vérité universelle. Par contre, je t'arrête. Une fois que mes gros cailloux sont placés, mon agenda, c'est pas une prison non plus. Dans la vraie vie, les urgences débarquent, les imprévus te tombent dessus. Bien sûr. C'est un peu comme, tu vois, l'architecture d'un bateau. Comment ça? L'architecte naval, il conçoit un voilier pour qu'il puisse affronter la tempête tout en gardant son cap. Si ton emploi du temps est bâti sur tes rôles avec tes gros cailloux bien ancrés, une urgence, c'est juste un petit coup de vent. C'est une excellente métaphore. Ça fait pas chavirer le bateau, tu as juste tes voiles, tu sais exactement quel compromis tu fais sur le moment, mais tu perds pas la direction. La flexibilité, c'est la preuve que ton système est robuste. T'es plus l'esclave de ton agenda, tu le contrôles. Mais bon, faut pas se leurrer, il y a une limite absolue. Les fameuses 24 heures de la journée. Voilà, le goulot d'étranglement par excellence. Et c'est là que ça coince pour plein de gens. Il y a ce mythe hyper tenace qui dit « si tu veux que ce soit bien fait, et surtout vite fait, fais-le toi-même ». Le piège classique du manager débutant. On se dit toujours ça va me prendre 3 heures de lui expliquer ce dossier, le résultat va être nul, je vais devoir repasser derrière, autant le faire moi. Déléguer, ça ressemble à une perte de temps. Sauf que, penser comme ça limite ton impact à ta propre force de frappe. Tu peux pas scaler, quoi. Tu peux pas grandir. Pour multiplier ton impact, tu dois passer de la mentalité de producteur à celle de gestionnaire. Et la délégation, c'est l'outil suprême du cadre 2. Ok, mais attends, toutes les délégations se valent pas. Loin de là.
La majorité des galères vient de la façon dont on le fait. Il y a deux approches, et la différence est dingue. Vas-y, explique-nous. La première, c'est la délégation qu'on pourrait appeler à la va chercher. Le micromanagement, en gros. Ouais, on se focalise sur les méthodes. Le manager dit « tu vas prendre ce dossier rouge, t'appelles le client à 14 heures pétantes, tu lui dis exactement cette phrase et tu me ramènes le papier signé. L'angoisse totale. Si épuisant pour le manager, il doit fliquer chaque seconde. » Et c'est pire pour la personne en face. Ça l'infantilise complètement. Tu lui apprends pas à réfléchir, juste à obéir. Tu crées les robots passifs et toi, tu finis en burn-out en pensant que t'es entouré d'incapables. C'est exactement le schéma. Le coût cognitif est démentiel. La vraie solution, l'émancipation, c'est ce que Covey appelle la délégation responsable. Et comment ça marche, KB? Tu lâches complètement le contrôle sur les méthodes et tu te concentres à fond sur les résultats. Donc on se met d'accord sur le but à atteindre, critères d'évaluation dès le début. Exactement. Les critères et les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bon, par contre, on va pas se mentir, faire ça bien, ça demande un temps de malade au début. Ah bah oui, c'est tout l'enjeu du cadre 2. Faut s'asseoir, aligner les visions, former la personne. Faut même accepter de la regarder se planter un peu pour qu'elle apprenne. Et surtout, faut résister à cette envie viscérale d'arracher le volant. C'est un travail de l'ombre, ça répond à aucune urgence. Mais c'est tellement puissant au final. C'est même l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. En développant les autres, tu démultiplies ton levier. Tu passes d'une heure travaillée égale une unité de résultat à la création d'une vraie machine autonome. Et ça libère l'intelligence collective de l'équipe. Sans parler du temps fou que le manager ou même le parent récupère au bout du compte. Du temps pour retourner dans son propre cadre 2. La boucle est bouclée. Si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir, de la lutte contre l'urgence à la création d'autonomie, on se rend compte d'un truc majeur. Organiser sa vie, c'est pas du tout une affaire de petites techniques de productivité ou d'applications magiques. Non, c'est une démarche profondément humaine. C'est avoir la clarté intérieure, de soumettre tes actes à ta conscience morale, plutôt que de te laisser balader par le bruit ambiant. La maîtrise du temps, c'est littéralement la maîtrise de soi. Absolument. Et pour vraiment comprendre l'enjeu, Covey nous invite à une réflexion super forte. Il faut s'imaginer à la fin de sa vie, sur son lit de mort. Oh waouh, radical. Mais tellement efficace. Dans ces derniers instants de lucidité, la façon dont on évalue nos succès change du tout au tout. Personne, mais alors vraiment personne, ne regrette de ne pas avoir fait quelques heures sup pour régler une énième crise bidon. Ni l'avoir loupé une notification super urgente sur son tel. Jamais. Ce qui compte à cet instant précis, c'est les relations authentiques, l'amour qu'on a partagé et le vrai impact qu'on a laissé sur les autres. Tout ce qui appartient au cadre 2, quoi. Rien d'autre. C'est un sacré recentrage. Et ça m'amène à une dernière pensée qui résonne particulièrement fort aujourd'hui. On vit une révolution technologique énorme avec l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est clair. Et l'IA est en train de siphonner à une vitesse dingue toutes ces petites tâches du quotidien. Elle gère les emails administratifs, les urgences de surface des cadres 1 et 3. Elle automatise le bruit, en fait. Exactement. Et la question, c'est si les machines gèrent les petites urgences à notre place, il nous restera quoi à nous, les humains? Le choix sera super binaire. Soit on plonge à fond dans le travail profond, la stratégie et la vraie connexion humaine du cadre 2. Soit on s'anesthésie complètement devant des écrans dans le cadre 4. Et c'est ça qui est fascinant. Savoir prioriser l'important, c'est plus juste une astuce de dev perso pour avoir une promotion. C'est la condition sine qua non pour rester pertinent dans le monde qui arrive. Réaligner ses actions sur ses principes profonds, ça change radicalement la trajectoire d'une vie. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.